On va commencer par un cas d'étude. On a la chance d'avoir un maître d'ouvrage éclairé qui s'est dit, tiens, j'ai une possibilité de faire quelque chose pour l'environnement, pour moi, etc. Donc il a décidé de rénover son bâtiment, sa maison, à un niveau de performance assez élevé, niveau passif, passivos, système allemand. Donc c'est l'un des premiers bâtiments certifiés en région parisienne, en rénovation. Puisque Étienne m'avait donné le plan, j'ai fait exactement ce qu'il m'avait demandé. Donc on va voir en gros pourquoi, comment, et ensuite comment ça se passe dans la réalité. Pourquoi le projet? Donc là, j'ai pas été trop dur sur la photo, j'ai pas mis de dégâts humains, j'ai mis que des dégâts matériels. Mais concrètement, c'est une des facettes de notre consommation d'énergie. Donc ça aboutit aussi à des choses comme ça. Donc j'ai été un peu soft sur la photo. Là, quand on a un projet de logement, en général individuel, puisque là on va parler de logement individuel, et si j'ai bien compris, en France il y a un peu plus de logement individuel que de logement collectif, hein, si je ne me trompe pas. Ça doit être un peu plus de 50% des logements individuels. Quand on parle de logement individuel, on essaye de réfléchir à ce que c'est qu'un logement, surtout quand on veut faire quelque chose d'un peu différent. La définition d'un logement, c'est quelque chose qui protège des intempéries, quelque chose comme ça, d'une famille ou quelques individus. Donc, et vous verrez que dans la rénovation passive, ça a un lien, parce que quand on veut se protéger des intempéries, on peut se protéger des intempéries, du climat, du chaud, du froid, et sans forcément tout brûler, ni tout casser, du coup. Il y a une question qui revient très souvent, c'est pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? C'était un projet qui était difficile, on peut le dire, puisqu'il ne savait pas encore en France été mené exactement dans ces termes-là, donc pas avec une telle performance. Alors c'est un peu délicat d'en parler en public, c'est une condition qui est très personnelle. On va officiellement, pour faire politiquement correct, je vais vous dire que c'est pour diminuer l'impact environnemental de la famille, ce qui va vous faire une belle jambe normalement. Concrètement, pour vous donner des pistes, vous pouvez creuser du côté du bien commun et de la destination universelle du bien. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais pour certains, ça va leur parler. Première question, neuf ou rénovation? Clamart, ici les Moulineaux, donc là on est à Paris. La maison, elle est là. Manille-les-Hameaux, Yvelines. La question neuf ou rénovation, c'était une excellente question parce que d'abord on a voulu faire, j'allais dire, désolé, comme tout le monde, c'est-à-dire construire, on s'est dit on va avoir une belle maison, donc on va se faire une maison passive, neuve, en bois. Bon. Je ne vais pas dire classique, mais ça se fait. Donc il faut un terrain. Il faut un terrain bien orienté, il faut un terrain bien situé. Il faut... Et bon, concrètement, on ne l'a pas trouvé. On voulait rester à Manille parce que sur place, je connais beaucoup de gens. Je voulais un terrain bien situé parce qu'il faut quand même, avec le soleil, ça s'y prête. Il ne faut pas prendre la voiture tous les jours pour aller faire ses courses et mettre les enfants à l'école parce que sinon, ça ne sert à rien de faire une maison passive. Et donc, il faut être un peu central, puis il faut que le terrain ne coûte pas trop cher non plus, sinon c'est plus l'argent de faire la maison. Donc, bref, concrètement, à Manille-les-Hameaux, ça n'existe pas non plus. Donc quand vous n'avez plus de terrain, vous ne faites plus de maison neuve, donc vous partez, vous cherchez une maison rénovée. Le maire m'avait gentiment dit, si monsieur, j'ai vraiment des terrains, vous voyez, Manille, c'est comme ça, vous avez une espèce de ville, puis après vous avez des hameaux, puis ça va loin, hein. Sur ça et ça, il y a 8-10 km, c'est facile. Ça part tout ça, c'est Manille en fait, c'est très long. Et il m'a dit, si, là j'ai des terrains, là, puis pas trop cher. Bon, ceci dit, l'école elle est là, le terrain il est là, le supermarché il est là, et entre les deux il y a 5 km. Vous voyez ce que ça veut dire. Ils vont faire du BBC là, en plein milieu de la forêt. L'autre avantage de la rénovation sur l'impact environnemental, c'est que vous avez une structure qui existe. Et donc si vous savez l'utiliser sans tout détruire, normalement, en particulier si c'est du béton, c'est votre cas, l'impact lourd, il a déjà été fait il y a 20 ans. Vous avez consommé votre énergie grise, pour ceux qui s'intéressent à l'énergie grise, le gros il est déjà fait.
Donc si vous ne détruisez pas tout, vous avez amorti votre énergie grise sur la première construction, et en rénovation, vous êtes censé moins en consommer. Après, ça dépend de votre mode de construction. Deuxième question. Pourquoi le passif? Il m'a obligé. Pourquoi le passif? Je me rappelle plus de son nom. J'avais suivi une conférence où un conférencier disait quand on fait de la rénovation, il faut exploiter tout le gisement d'économie possible. Dès la première fois. Il fait partie du... Et c'est quelqu'un qui a fait pas mal qui fait beaucoup de VBC, puisqu'il faisait partie du groupe. Pour exploiter tout le gisement d'économie possible, ben en fait, il faut aller jusqu'au passif. Pour une raison très simple, c'est qu'une fois que vous avez fait cette rénovation-là, vous n'en refaites pas d'autres. Une fois que vous avez abouti à ce niveau-là, vous n'allez pas remettre de l'isolant dans 10 ans, vous n'allez pas refaire des systèmes dans 10 ans, vous n'allez pas rénover. Vous le faites une fois et c'est terminé. Il y avait un petit côté, donc ça c'est le fait que la performance soit raisonnable. Elle est très élevée, la performance demandée en fait. Elle est raisonnable dans la mesure où on dit c'est ce qu'on peut faire au mieux, sauf à vouloir dépenser trop d'argent, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux sans dépenser trop d'argent. Au-delà, ça serait trop dépensé, surinvestir. Donc performance raisonnable, optimum économique, c'est deux volets. Il y avait un petit côté défi, ça ne faut pas se le cacher, on est peut-être presque tous ingénieurs ici. Donc on aime bien ça, hein, il faut faire le premier, c'est compliqué, tant mieux, c'est super. Plus que c'est compliqué, mieux c'est pas tout à fait ça, mais presque. Et concrètement, l'ambition c'était d'aboutir à la première maison individuelle rénovée en France et certifiée passive au niveau du neuf. C'est presque prêt. Une autre... il y a une notion de confort qu'on verra après dans le vécu. Une autre notion, c'est que le fait de rénover aussi lourdement, ça peut être vu comme une assurance, une prévoyance, on va dire. C'est-à-dire que ça va vous protéger contre, en gros, toute fluctuation du prix de l'énergie. Quand vous n'en avez presque plus qu'elle prenne 20%, 25%, en fait, il faut reconnaître, c'est plus votre problème. Et ça va vous protéger en particulier contre les aléas climatiques, qui là sont un peu plus incertains. Et en particulier, on verra les conforts d'été qui sont sérieusement mis en œuvre dans ces rénovations. On sait pertinemment qu'on va vers plus chaud, pas vers plus froid. Comment on fait? La maison, en gros, c'était un prototype, hein, et à ce titre-là, elle a été aidée par l'ADEME, le conseil régional, le conseil départemental, etc., le conseil général. Donc, plein de gens qui ont participé au projet. Donc, comme quand on développe un prototype, Mesnil-et-Hameaux, c'est dans ce qu'on appelle, nous, le Renault-Land. C'est-à-dire qu'on est à Saint-Quentin, on est à 8 km du Technocentre, pour ceux qui connaissent le coin. Donc les protos, ils ont l'habitude. En automobile, mais ils ont l'habitude. Même le conseil général sait ce que c'est qu'un prototype automobile. Pas trop en bâtiment, mais ça va venir. Donc on monte, comme dans tout développement de proto, on monte des équipes. Donc il faut des gens de diverses horizons, depuis la mairie jusqu'au parc naturel régional, parce que la maison elle intéresse des architectes du parc, puisque le Mesnil-et-Hameaux est dans un parc naturel. Ensuite, il y a bien sûr un architecte, un bureau d'études, des spécialistes de l'étanchéité à l'air, des gens qui donnent un peu de sous, qui s'intéressent au sujet, des gens qui s'intéressent au sujet sans donner de sous. Là. Et des gens qui s'intéressent au sujet en donnant plein de conseils. Et puis en surveillant de très très près si c'est vraiment ce qu'il fait. Il y a eu différentes équipes parce qu'on va avoir plusieurs difficultés, et donc à chaque moment où il y a eu des difficultés, il a fallu faire intervenir qui l'un, qui l'autre, etc. Donc il faut monter quelque chose et puis il faut s'en occuper beaucoup. Jusqu'ici, c'est un projet qui fait 2 ans d'une vie, quoi. Il faut beaucoup s'en occuper. Ça va d'aller voir les banques jusqu'à prendre un pistolet, une cartouche pour aller faire de l'étanchéité à l'air sur la façade quand il y a encore des échafaudages, et c'est à vous de faire les petits ponts qui gênent. Quelques difficultés, les trois grandes principales. Difficultés réglementaires. Donc là je vous explique, j'ai mis le plan, je ne sais pas si vous voyez bien. On a un problème de plan local d'urbanisme.
La limite de propriété, normalement, la maison était faite comme ça, c'est à 2,50. Vous devez avoir votre mur à 2,50 de celui du voisin. D'accord? Mais la maison, elle a été bien sûr construite, ils ont pris les 2,50, hein, les maçons, il y a 20 ans, il a pris ces 2,50, et puis là, je mets mon mur à 1 cm près, je le mets à 2,50. Et quand vous rajoutez 30 cm d'isolant à l'extérieur, ben, vous avez un problème. Donc là, on prend cela. Le maire de Manille est copain avec le président de ça. L'architecte du parc est très intéressé par le projet, donc il dit au maire que vraiment ça serait très délicat de refuser une dérogation. Et que s'il veut faire un peu d'écolo ou au moins se dire comme ça, faire attention quoi. Donc dérogation PLU, plus, et ça c'est un peu intéressant, toujours avec ces mêmes gens, on fait modifier le PLU pour que la personne qui passe après n'ait plus de dérogation à demander. Donc maintenant, à Manille-les-Hameaux, vous avez le droit de déroger aux limites si vous avez le droit jusqu'à 40 cm en isolation extérieure, à condition que ça soit que pour l'isolation extérieure, et vous avez le droit de monter de 30 cm ou 40 cm au-dessus de la limite des 9 mètres, que si c'est pour l'isolation extérieure. Les 40 cm d'isolation extérieure, je vous le dis tout de suite, ça a été calculé en consultant les spécialistes de la botte de paille. C'est une botte de paille de 38, plus l'armature, plus le... Donc on peut faire l'isolation extérieure en botte de paille à 40. C'est pour ça qu'on a choisi. Donc ça c'est l'aspect réglementaire. Donc là il a fallu faire intervenir les locaux. L'aspect financier, donc là je vais donner mes noms. J'ai été voir des banques, pas la mienne. Je leur ai expliqué le projet, ils m'ont tous regardé avec des grands yeux. C'est quoi ça? Ça lasse très vite. Du coup, je suis allé directement au crédit coopératif parce que dans le milieu, on sait qu'ils savent. Et quand vous lui dites, je veux faire rénover une maison en maison passive, et vous dites, ah bah oui, c'est intéressant une maison passive. Parce que vous savez ce que c'est qu'une maison passive? Bah oui, on sait ce que c'est qu'une maison passive. Donc, j'ai pas besoin de tout réexpliquer. Donc déjà, on a gagné un an. Donc, concrètement, ils savent aussi intégrer dans vos remboursements d'emprunt l'économie d'énergie que vous allez faire au fur et à mesure des mois. Une banque normale, il faut aller au moins à la direction régionale. Facile. Ça, c'était la difficulté financière. Bon, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'ai pas pendant 15 ans, et ça résout le problème. Après, on a des difficultés très techniques. J'allais dire, c'est les plus faciles, pas forcément. Je vous explique l'image après. La grande difficulté en rénovation, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on va dire, c'est beaucoup plus dur que le neuf. La grande difficulté en rénovation, une des grandes, c'est l'étanchéité à l'air de la maison. Bon, d'origine, on n'a même pas fait de test. Les gens me disent, il faut que tu fasses un test d'étanchéité avant les travaux. Non. Si c'est pour trouver 10 ou même 50, je ne vois même pas l'intérêt. On a fait 3 tests au total. Et notamment, là je vous montre, parce que vous voyez ici, il y a des petits plots de ciment mis sur l'ancien enduit extérieur de la maison. Pourquoi? Parce que ces plots de ciment, ils devaient nous dire si on était capable de coller l'isolant extérieur sans le clouer, donc sans faire des trous. Parce que ça, c'est notre barrière d'étanchéité des murs. On a récupéré en fait l'ancien enduit extérieur comme barrière d'étanchéité. Et ça nous a dit, le jour où on a su qu'on arriverait à coller sans tout percer, on a été très soulagé parce qu'on s'est dit, bah, finalement la maison, elle va pouvoir être étanche. Si ça tombait, il y avait encore un autre gros problème. Donc un gros problème d'étanchéité, donc le toit ça a été traité, les menuiseries c'est des menuiseries passives neuves, donc ils savent faire, il n'y a pas de problème. Le toit est quasiment tout neuf, donc ça c'est fait comme une maison en bois neuve. Après le problème des murs, il y a un énorme problème avec le sous-sol, parce qu'il y avait un tableau électrique au sous-sol, comme dans une maison. On a un sous-sol total. Tableau électrique au sous-sol, donc toutes les gaines qui remontent à l'intérieur du volume chauffé, du volume étanche. Ça a été une grande joie de faire l'étanchéité entre le sous-sol et le volume intérieur. Bon, on apprend à faire du plâtre, du mastic ductile, on apprend toutes les sortes de mastic. Je vais aller vite, je suis obligé d'aller vite. Comment on l'a fait? Donc techniquement, le problème c'est d'isoler. Concrètement, dans une maison passive, c'est pas trop de chauffer. Le chauffer, on s'en fiche un petit peu, c'est qu'à la fin. Le problème c'est d'isoler, donc isolation extérieure, bien sûr. Là pour le coup c'était faisable.
La maison avait été choisie pour ça, parce que c'était faisable. Donc l'isolation extérieure, on a 30 cm de polystyrène graphité, vous voyez ici. Ça c'est la porte d'entrée, et là on a 30 cm d'isolant extérieur. Pourquoi 30? C'est beaucoup. Parce qu'en fait il y a un calcul, et le calcul dit que comme le sous-sol, il y a des énormes ponts thermiques qui viennent du sous-sol, et bien vous devez surisoler votre toit et surisoler vos murs. En neuf, on ne fait pas des choses comme ça. Ça peut tout trouver bête. En rénovation, vous êtes parfois contraint d'aller prendre des épaisseurs extrêmement importantes pour compenser d'autres faiblesses de la maison, qui sont non traitables à moins de tout raser. Donc concrètement, donc ça c'est l'isolant extérieur des murs. Le toit, c'est un toit qui est neuf façon maison bois, donc il y a 42 cm d'isolant en toit, entre de la ouate de cellulose et la fibre de bois, tout bois. La ventilation, autre partie de plaisir en rénovation, parce que bien sûr, là on est dans une salle de bain. Vous voyez, la porte a été un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, la porte a été détruite, puis on a mis les caissons là où on pouvait. On avait une belle salle de bain, bref. Il y avait une salle de bain, il y avait 2,50 m de plafond, il faudra apprendre à vivre sous 2,20 m de plafond. C'est une petite pièce, c'est pas un gros problème, mais il faut faire un circuit, optimiser le circuit et mettre du placo partout. Donc on a une belle centrale double flux qui est au sous-sol, juste en dessous des caissons qui sont. Comment on chauffe? Ça c'est un débat. La maison avant, elle était chauffée entièrement avec des radiateurs électriques. Vous verrez après les chiffres. On a pris le parti de les garder et de ne pas, a priori, mais c'est en train de changer, de continuer à chauffer la maison à l'électricité. C'est compliqué, parce qu'on a des limites très strictes de consommation générale de la maison, mais c'est faisable, à des conditions assez draconiennes, il faut être honnête. Concrètement, a priori, il semblerait qu'on consommera quand même un petit peu trop avec nos radiateurs purement électriques, et donc arrive le renfort d'une cheminée à l'éthanol, vous savez, les trucs qui étaient à la mode il y a 2 ans, mais il n'y a pas de conduit de cheminée, c'est tout joli avec des cheminées super design. Et ce genre de cheminée ne peut pas servir à chauffer une maison normale, mais dans une maison passive, c'est faisable en fait. Ça coûte cher au carburant, parce que ça s'achète en bouteille individuelle, mais concrètement, ça suffit pour une maison comme ça, avec une petite cheminée à l'éthanol. Vous mettez pour un séjour en général. Les autres choses, pour ne pas consommer trop d'énergie, en particulier quand vous êtes chauffé d'électrique, vous êtes obligé d'avoir de l'eau chaude qui est solaire, mais très solaire. Plus vous mettez plus de panneaux qu'une maison normale, puisqu'il faut consommer moins. Et puis vous avez un soin très particulier pour l'électroménager. Et là, en fait, votre critère, c'est plus le prix, savoir s'il est beau, s'il est blanc, s'il est en inox, s'il est en verre, etc. C'est combien il consomme. Bon, en général, ceux qui consomment le moins, en plus, c'est toujours un peu haut de gamme parce que c'est cher. Et donc, en plus, ils sont beaux, etc. Bref. Mais par contre, c'est une obsession, quoi. L'électroménager, la consommation d'électroménager, ça devient une obsession. Bon, c'est super. Entre-temps, ils ont démocratisé les panneaux isolants sous vide dans les frigos. Donc, on a des frigos et des congélateurs qui consomment vraiment plus grand-chose. Il suffit de faire le bon choix. Et en plus, on les entend plus, du coup, puisqu'ils ne fonctionnent plus. C'est pratique dans les choses. Du vécu. Alors ça fait concrètement, la maison elle est passive techniquement depuis qu'on a isolé le sous-sol, donc depuis presque 1 an. Donc on a vécu un été et un hiver. Donc je vous donne des chiffres. Confort thermique, parce que c'est le premier qu'on attend d'une maison comme ça, c'est qu'il fasse bon tout le temps. Concrètement, la maison, elle se stabilise toute seule, comme actuellement. Il n'y a pas de chauffage, il y a force du soleil, pas de soleil, ça dépend. Elle se stabilise toute seule vers les 20-21 degrés, sans intervention. Je ne sais pas pourquoi, mais la température d'équilibre, globalement, c'est ça. C'est pas mal, c'est assez sympa. On a fait un mini cet hiver à 19. On a fait un maxi l'été dernier. L'été dernier, il n'a pas été très chaud, mais on a eu 2 petites périodes de chauffe intense. On a fait un maxi à 25. Pas mal. Thermiquement, il y a aussi une chose importante dans ces maisons-là, c'est qu'il n'y a pas de point froid et pas de point chaud. Alors j'ai trouvé je vais inventer, je vais déposer, non c'est déjà fait,
La surface habitable confortablement. La surface confortablement habitable. C'est-à-dire dans un bâtiment normal, ici, si vous venez l'hiver, normalement, à 3 mètres de la vitre, c'est plus habitable. Il fait soit trop chaud parce qu'il y a des radiateurs en dessous, soit il fait trop froid parce que vous avez des vitres au-dessus. Donc tout le monde recule. Donc les 3 mètres qui sont le long de la vitre, perdus. Dans une maison passive, vous pouvez approcher à 10, 5, 2 cm de la vitre. Et toujours la même température qu'en plein milieu de la pièce. Donc vous gagnez 2, 3 mètres. Donc il y a une surface de confortablement habitable. Et cette surface, elle est quasiment équivalente à la surface habitable. Ce qui n'est pas le cas dans un logement standard. Ça compte parce que les surfaces habitables, il paraît que ça coûte cher. Donc l'homogénéité de la température, ça c'est très symptomatique. Quand on rentre dans la maison, on se balade de pièce en pièce et puis il fait toujours pareil. En haut, en bas, il y a peut-être un demi-degré d'écart entre le haut et le bas, quelque chose comme ça. Parce que en fait c'est la ventilation qui bouge tout ça. Ça c'est les effets de bord, on va dire. Manille-les-Hameaux, il y a tous une noble. Je ne sais pas si les gens connaissent un peu tous une noble. Donc c'est plein de petits avions sans silencieux qui se travaillent autour des toits, au-dessus des toits. Et c'est beaucoup mieux comme ça qu'avant. En fait, vous entendez presque plus les petits avions avec leur toit, et les bruits de la rue sont quasiment inaudibles. C'est d'ailleurs assez impressionnant parfois, parce qu'il paraît qu'il se passe des choses dans la rue. Mais quand vous pouvez dormir, on est à, de l'autre côté, on est à 5 mètres de la rue, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a un gros confort phonique, qui peut être important. Du coup, vous entendez mieux les bruits à l'intérieur. Vous avez 3 garçons. Il y a une autre caractéristique des maisons passives, mais ça c'est toutes les maisons bien ventilées, on va dire, c'est pas réservé aux passifs, c'est la qualité de l'air. La maison injecte 170 m3 d'air neuf par heure, donc ça pousse énormément d'air neuf. Donc vous pouvez faire sécher le linge dans les pièces, vous pouvez, non pas fumer, mais vous pouvez, il n'y a pas d'odeur, sauf si le voisin fume devant la bouche de l'aspiration. Elle est plutôt pas mal placée. Donc il n'y a pas de cette notion d'odeur. Heureusement, parce que je ne vous fais pas un dessin de la maison dans laquelle on est rentré. C'était pas ventilé, quoi. On parle de consommation. Alors ça, c'est un objectif. On va avoir du mal à le tenir sur les premières années, mais bon. La limite, je crois, sur le calcul, c'est qu'on ne doit pas, si on veut respecter la certification, c'est 6008, quelque chose comme ça. On voudrait bien aller à 6000 kWh par an. On est d'accord qu'on est chauffé à l'électrique pour l'instant. Ça veut dire chauffage électrique pur. Si on part sur l'éthanol, forcément cette valeur va descendre. Ça c'est ce qu'il y avait avant. Vous voyez, on a acheté à des gens qu'on connaît. Hein, donc ça c'est des consommations glissantes sur un an en kilowattheure. Pour vous donner un ordre de grandeur. Ils n'étaient que 2. Hein. Donc à l'étage c'était pas chauffé, vous voyez les consommations d'eau chaude que ça peut donner à 2 personnes, de cuisine, etc. Il n'était que 2. Pour quelle surface? 150 m² habitables. Le truc aussi, c'est que ces kilowattheures-là, ils ont un impact environnemental un peu plus faible que la moyenne. Ça, c'est pour... concrètement, les kilowattheures, ils sont fournis par Enercom. Donc ça vous donne un mix énergétique qui est assez favorable. Si on calculait le coefficient énergie primaire et énergie finale d'Enercom, il n'est sûrement pas de 2,6 comme dans la certification possible. Je ne le connais pas, ils n'ont jamais voulu me le dire. La rentabilité, ça c'est la question qui revient tout le temps. J'avais fait un jour un calcul sur, parce que quelqu'un sur le site avait lourdement insisté pour avoir un chiffre, chiffre qui ne m'intéresse pas personnellement, mais sur la rentabilité si je prenais sur la seule facture énergétique. Donc classique, hein, vous faites un index de temps d'augmentation du prix du kilowattheure par an, etc. Donc au début ça paraît beaucoup, et puis quand vous voyez que le prix de l'énergie augmente comme ça, vous rentabilisez. Le calcul me donnait entre 15 et 40 en fonction du taux d'augmentation de l'énergie par année. Bon, a priori, je me suis fait déborder par la réalité, parce que je n'avais pas prévu que ça augmente si vite. On est plutôt, si on parle de seule facture de chauffage, hein, enfin d'énergie, de façon générale, on est plutôt actuellement sur une tendance 20 ans. En fait, c'est un calcul qui est complètement faux, parce que quand une maison a 20 ans, de toute façon, il faut changer les fenêtres. Elles étaient mortes. Pour faire un dessin, c'était des lapères il y a 20 ans, pour ceux qui connaissent.
Le toit fuyait un petit peu, il fallait refaire une partie du ravalement extérieur. Donc, de toute façon, il y avait pas mal de dizaines de milliers d'euros à injecter dans la maison, de toute façon. Donc ça raccourcit d'autant la durée. Et puis on a gagné une toute petite surface à cause de cette grande lucarne. Puis bien sûr, on pourrait aussi calculer que le prix de la maison a sérieusement augmenté. Donc le calcul final, je ne le connais pas en fait. Je n'ai pas de durée, si j'intègre le prix de la maison, les travaux qui de toute façon étaient nécessaires, plus les factures. Je ne sais pas, 10 ans. Vous avez eu des prêts quand même aussi. Enfin des dons, je veux dire On a eu des subventions. Donc, pour vous donner une idée, on a eu 20 000 euros promis de la part du Conseil général et 20 000 euros promis de la part de l'ADEME région. Pour l'instant, on a touché que 10 000 sur les 40, mais il paraît que c'est très long, c'est normal. le total de la rénovation, c'était combien? Le budget complet de la réno, c'est 250 000 euros. Et pourtant, d'après les calculs, ça va être rentable. Je me demande comment c'est possible. Avant, après, côté sud, le voisin il a la même maison, donc c'est pratique quand il y a des visites sur place parce qu'on peut montrer l'ancienne maison, mais le voisin il a quasiment la même. Maison de maçon très standard, Beaulieu, les années fait en 89. Rien que de très basique. Elle a dit des énormes avantages, elle est bien située, elle est bien orientée, l'isolation extérieure était faisable, avec dérogation mais faisable. Donc bien sûr, après, faire ce qu'il faut. Est-ce que je suis au bout de mon temps? Une question luminosité, vous avez perdu, gagné? En luminosité, en fait, vous voyez, entre ça, alors c'est pas visible, et ça, vous voyez les pièces en haut? Mais ça donne dans la salle, enfin dans le... Ces deux chambres là, il y en a une là, il y en a une là. Elles ont juste 4 mètres de vitres comme ça chacune. Et au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée, on est passé, il y a une grande baie vitrée là qui fait un peu plus de 3 mètres de large. Avant, il y avait ça avec un mur ici, et puis des petits carreaux avec des rideaux. On n'y voyait rien en fait, parce que je connaissais les gens, j'étais déjà venu dans cette maison avant d'acheter. Et en fait, vous voyez, il y a même l'éclairage, on le voit encore. Pourtant, il fait jour là, c'est allumé à l'intérieur. Donc la luminosité est très satisfaisante. Et là, cette photo-là, elle est difficilement lisible, mais là, la maison, elle est en position éthique. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous pourriez croire qu'elle est totalement fermée. Et bien en fait, pas du tout. À l'intérieur, c'est ça. Et c'est ouvert. C'est une façon de voir les autres sans être retenu. Moi, je voudrais vous poser une question là. Excusez-moi. Quand vous avez parlé qu'avant vous consommiez 20 à 25 000, 20 000 kWh par an, en fait, il n'utilisait que le rez-de-chaussée. Il n'utilisait que ça pour une raison très très simple, c'est qu'il était plus capable de monter à l'étage. D'accord. Donc en fait, il ne faut pas comparer les 20 000 aux 6 000, puisqu'on n'a pas la même surface. Hein. Puis l'exemple typique, c'est le CS, enfin c'est l'eau chaude. Oui. Quand vous avez 2 personnes, ou 2 adultes plus 3 enfants, c'est pas pareil. Surtout qu'il y en a qui tendance à être chauffe. Quand vous dites que vous avez 30 cm d'isolant extérieur, c'est quel type d'isolant que vous avez mis? C'est du polystyrène expansé, graphité. Et toutes vos... toutes les fenêtres sont double ou triple vitrage? C'est tout en triple. Tout en triple. Alors dans le détail, il y a 2 types de triple vitrage dans la maison. Il y a un certain type côté sud qui favorise les apports solaires, avec un facteur solaire c'est important, et il y en a un autre côté nord qui favorise plutôt l'isolation. Vous avez réussi à trouver ces matériaux en France? C'est pas moi, ça c'est l'architecte qui s'en est parlé, mais concrètement, oui, menuiserie André pour être précis. Ah, oui, c'est vrai. Et il y a de la production, alors, parce que j'ai pas vu la production sur place, de chauffage solaire, chauffage... Alors, l'eau chaude, vous avez vu, il y a 40 tubes sur le toit. Oui, j'ai pas vu, on voit pas très bien sur les photos, il y a 40 tubes sur le toit pour chauffer l'eau. Ouais. Donc ça permet de chauffer même en hiver quand il fait beau. Il n'y a pas de production d'électricité. En fait, ça a été le débat. Est-ce qu'il faut mettre des panneaux? Il y a un peu de place pour mettre des panneaux. D'abord, le panneau, ça coûte très cher. Donc, il y a un moment, un budget déjà énorme, donc il faut s'arrêter.
Et Dezio, on s'est dit, en fait, il y a des gens qui savent bien mieux que nous produire de l'énergie renouvelable. Sur des toits de ferme, des éoliennes qu'on ne peut pas mettre, avec des systèmes qui sont maintenus, etc., et qui sont beaucoup plus efficaces que nous. Et ces gens-là, par exemple, sont les producteurs de chez Enercoff. Donc en fait, c'est comme si on avait mis des panneaux, sauf qu'au lieu de nous mettre, nous, des panneaux sur notre toit et de revendre de l'électricité à eux, Ouais, non, je trouve ça intéressant. on a Mais donc, créé des panneaux. Passif, ça veut dire on consomme très peu, ça veut pas dire que c'est pas... ouais. Passif, c'est un problème, c'est peu de consommation. D'accord. Et concrètement, passif, c'est des apports passifs qui sont nous, l'électroménager, et surtout le soleil. C'est pas des apports actifs comme avec du chauffage, c'est des apports passifs. C'est pour ça qu'on fait ça passif. Pour la ventilation intérieure, vous allez chercher votre air via un puits canadien? J'allais dire pas encore. Non, concrètement, non. En région parisienne, le puits canadien, il a un gros problème de rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut faire une tranchée, ça coûte 3500 €, il faut mettre un appareil d'échange, ça coûte à peu près pareil. Mais ça vous réglerait votre problème de pic en été et de... Vous savez, quand il fait 35 dehors, il rentre, il fait 25, ça fait déjà légèrement frigo, hein, je ne vais pas vous cacher. Donc si vous descendez à 21, là on va commencer à attraper le mal parce qu'il fait trop froid à l'intérieur. Donc non, les 25, c'est effectivement, quand il a fait 25 dedans, c'est qu'il s'est tapé dehors. Ça. Donc il faut les différentes températures, il faut y aller doucement. Et on dort très bien comme ça. Net ferme. Question. Vas-y. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une dérogation pour l'isolation par l'extérieur? Parce que la limite séparative, c'était minimum de 2,50 m. Alors la maison est à 2,50 m. Donc il a fallu une dérogation pour descendre à 2,20 m. Alors, moi j'ai Il une aurait question, pu y avoir c'est... un recours sur le permis de ce fait-là Oui, mais comme on fait les choses bien, on fait signer les voisins dans ces cas-là. Vous savez, vous allez voir vos voisins, vous dites, on va faire un super projet, machin, et puis est-ce que vous êtes d'accord? Bah, ah ouais, c'est pas mal, ouais, oh, je m'en fous. En gros, hein. Et d'un côté, ouais, c'est bien, et puis l'autre, c'est je m'en fous. Et puis, ils signent sur le permis. Et comme ça, vous allez à la mairie, parce qu'ils ont la trouille. Je voudrais savoir depuis combien de temps il y a cette limite de 2,50 €. Parce que moi, mon pavillon, je suis à limite. Ça dépend des PLU. Ça dépend des PLU, ça dépend des Ça dépend PLU. des PLU, là, ça fait très longtemps, c'était 2,50 €. Alors maintenant, Moi, je pourrais pas c'est isoler assez par rigolo parce l'extérieur. que dans le nouveau PLU, c'est 2,50 ou 0. Parce que vous avez le droit d'avoir un pignon en limite séparative. Et donc, si on n'avait pas eu la dérogation, le truc c'était de faire un faux pignon. Vous voyez le genre? Faire une espèce de structure toute légère qui sert à rien avec du papier. Pour arriver à 0, quoi. C'est un peu stupide. Mais quand on est en limite de propriété, on ne peut pas isoler sur l'extérieur. Mais du coup, on n'achète pas la maison pour la région. Bah oui, mais attendez, quand on l'a acheté il y a 10 ans ou 15 ans... Non, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est un problème, c'est un vrai problème. Des deux côtés. Il faudra que le code de l'urbanisme bouge, mais ça va chahuter. Il faudrait acheter un terrain du voisin. Les 6000 kWh pour 150 m², ça fait pas une maison passive, ça? Ça fait 40 kWh. Si. Une maison passive, c'est pas 15, non? 15 pour le chauffage. Pour le chauffage. Mais en fait, le chauffage dans cette maison-là, alors... Ah oui, c'est 15 pour le chauffage. Si vous allez sur le site 3W que j'ai mis à la fin, 3W par Rénopassif, c'est le site du projet. Et vous verrez qu'on a la découpe des consommations. Le chauffage, c'est pas très important. C'est pas la partie, en tout cas, la plus Et importante. donc, qu'est-ce qui est important là, dans les 6000? Électroménager. On a de l'électroménager, on a de l'électricité spécifique, c'est-à-dire que moi je suis Les informaticien, radiateurs puis mes enfants ils sont presque pareils, donc si vous voulez, on a pas mal d'ordinateurs. Il y a de l'électroménager, il y a l'eau chaude, il y a beaucoup d'eau chaude. Même avec 40 tubes solaires. Même avec les tubes solaires? Bah oui, il y a des jours où... Mais vous avez mis quel système de tubes? C'est des tubes, De solaire thermique? justement des tubes sous vide. Ah, du tout, Pas des capteurs plans. qui viennent de Chine, quoi. Je savais pas que Wiesmann faisait en Chine. Oui, oui, si, mais... Parce qu'il y en a des millions en Chine, alors... Pas Wiesmann, je crois. Il y a des millions de capteurs solaires comme ça. Moi j'ai vu une usine allemande qui faisait des tubes. Peut-être qu'ils viennent de là, je sais pas. Non, c'est pour moi, c'est là. Question. Oui, Petite question, la dernière. Regarde. La dernière, alors, Oui, parce que- qu'est-ce qui est automatique et qu'est-ce qui est comportemental dans le passif du point de vue de la famille? Je trouve ça intéressant de voir les garçons. Est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, il y a les ouvertures et fermetures des volets pour le transmission de la lumière? Est-ce que c'est un monitoring en permanence de ça? Et qu'est-ce qui est de l'humain? Ah non, faites gaffe. Bon, bien sûr, éteignez la lumière quand vous sortez de l'arche-chambre. Vous avez essayé de faire gaffe avec 3 gamins, 3 garçons? Non, j'ai pas essayé. Bon bah, ça marche pas. Ils sont pas passifs, les gamins? Non, par contre, je vous dis pas que par moment ça aide aux apports passifs. Je sais pas, ça bouge.
Donc il y a beaucoup de réponses sur le site, hein, en fait, concrètement, parce qu'il y a 130 et quelques billets sur comment s'est passé le projet, sur tout le détail, les nouvelles entreprises, etc. Il y a des photos dans tous les sens. Sinon, à signaler, il y a un petit, si vous connaissez Habitat Naturel, le magazine, ils ont sorti un super hors-série qui s'appelle Architecture passive. Et il y a 4 pages sur la maison. Bien, merci monsieur le ministre.